Ce soir à l'émission, les demandes de l'APH-VAL à l'occasion de la semaine de la canne blanche. Quand ils arrivent chez nous, ils sont en état vraiment de santé mentale précaire. Journée mondiale contre le cancer, le témoignage de Linda Saint-Germain. On a découvert 2 tumeurs, puis c'est là que ça a tout enclenché. En entrevue, je reçois Ariel Rétamal qui nous parle de l'opération Prospérité Québec-Laurentides. On a une dépendance avec le marché américain qui est présente depuis des années. Je m'entretiens également avec Luc Lafrance de la Fédération des transporteurs par autobus à propos de la 37e campagne M'as-tu vu? On parle de 300 $ d'amende, mais c'est surtout 9 points d'inaptitude. Voilà. Enfin, Pierre-Luc Gauvreau fait le point sur les impacts appréhendés de la guerre commerciale entre le Canada et les États-Unis. 76 % de nos exportations sont faites aux États-Unis. Et c'est notre plus gros client. Bienvenue à Accès Local. Mardi 4 février 2025, bon début de soirée. C'est Claude Desjardins en compagnie de Clara Maté-Jonet. Bonsoir Clara. Bonsoir Claude. Alors, du 2 au 8 février, c'est la semaine de la canne blanche qui se veut une occasion de sensibiliser la population aux réalités des personnes malvoyantes. Et dans la région, il y a un organisme qui souligne cet événement. Oui Claude, c'est l'APH-VAL, soit l'Association des personnes handicapées visuelles et aveugles des Laurentides, qui souligne à chaque année la semaine de la canne blanche à sa façon. Cette année, l'association a organisé quelques activités, soit des conférences avec un expert cycliste, ainsi qu'un parcours du malvoyant avec des maires de la région. Dans les Basses-Laurentides, un seul maire a accepté l'invitation de l'organisme vendredi dernier. M. Patrick Charbonneau s'est donc prêté au jeu à la bibliothèque de Mirabel, où il a dû faire face à quelques obstacles, les yeux bandés. Jocelyne Labelle, qui est directrice de l'APH-VAL, nous parle un peu des leçons à tirer de cet exercice. Tout au long du parcours, j'avais 2 personnes avec des limitations visuelles qui lui parlaient des problématiques qu'on pouvait retrouver dans une ville, comme par exemple une piste cyclable à la même hauteur qu'un trottoir. Ça pouvait être dangereux pour une personne qui était non-voyante ou malvoyante. Fait qu'on avait quand même une part d'éducation à notre mère à lui donner. Et pour l'APH-VAL, Clara, c'est une période de sensibilisation, mais aussi de revendication. Tout à fait. L'organisme est là pour demander des meilleurs services pour les personnes handicapées visuelles dans la région. Et cette année, c'est le temps d'attente pour l'accès aux services qui est mis en cause. Au 6 des Laurentides, il faut attendre en moyenne 12 mois pour obtenir des services d'adaptation à la vie quotidienne et 18 mois pour obtenir des services d'orientation et en mobilité. Pour rencontrer un optométriste en basse vision, l'attente est de 8 mois pour une première rencontre et jusqu'à 18 mois pour un rendez-vous de suivi. Ce temps d'attente peut avoir un grave impact sur la santé mentale des personnes touchées. On écoute à ce propos Mme Labelle. Ça commence à être long parce que quand eux viennent ici, c'est qu'ils ont passé à travers un petit deuil de l'acceptation seule chez eux, pas de transport isolé. Et quand ils arrivent chez nous, ils sont en état vraiment de santé mentale précaire. Dans un communiqué de presse, l'APH-VAL qualifie la situation de lamentable. Mme Labelle ne pointe pas du doigt les professionnels, mais bien les budgets qui stagnent dans les programmes de déficience intellectuelle, troubles du spectre de l'autisme et déficience physique et de réadaptation physique. On peut l'écouter. Par le fait qu'on a au DPTRP du 6 des Laurentides depuis 11 ans le même budget. Ce que ça veut dire, c'est que pour le même budget, on a de plus en plus de personnes du 3e âge qui viennent à leur retraite dans les Laurentides. Et ce que ça occasionne, c'est qu'il y a plus de personnes qui ont des besoins et il y a toujours le même budget. Et qu'est-ce que l'APH-VAL peut faire dans cette situation? Alors, l'organisme offre des groupes de soutien et continue de militer pour un meilleur accès aux services de réadaptation visuelle. L'association prévoit aussi toutes sortes d'activités pour briser l'isolement des personnes malvoyantes. Et l'APH-VAL a le vent dans les voiles. L'organisme est passé de 34 à 300 membres en quelques années seulement. Le prochain événement à surveiller de leur côté, c'est le souper dans le noir qui aura lieu en mars à Mirabel. Merci Clara, on se revoit plus tard dans l'émission. Il sera question de la Journée mondiale contre le cancer. À plus tard, Claude. Les membres du syndicat des agents de la paix en service correctionnel du Québec de Saint-Jérôme ont manifesté près de leur établissement de détention hier. Les revendications principales incluent une solution durable aux problèmes de temps supplémentaire obligatoire, du soutien pour les enjeux de santé psychologique, l'intégration des chefs d'équipe et les salaires. Selon Mathieu Lavoie, président du syndicat des agents de la paix en service correctionnel du Québec CSN, l'employeur offre actuellement des solutions qui feraient reculer leurs conditions de travail.
Le service de police de la ville de Saint-Jérôme a inauguré son nouveau bureau des enquêtes criminelles. Situé dans les anciens locaux de la Gendarmerie royale du Canada, ce bâtiment permettra la poursuite de la mission de sécurité publique de ce bureau d'enquête, tout en s'adaptant aux besoins contemporains de la communauté et des forces de l'ordre. Le nouveau bureau, conçu pour favoriser l'efficacité, la collaboration et l'innovation, comprend des espaces spécialement aménagés pour les victimes et les témoins. En cette période d'incertitude pour l'économie canadienne, Laurentide International lance l'opération Prospérité Québec-Laurentide, avec l'objectif d'accompagner les PME de la région dans leur diversification vers de nouveaux marchés. On en parle avec Ariel Rétamal, directeur général et commissaire à l'exportation chez Laurentide International. Bonsoir, Monsieur Rétamal. Bonsoir. Bon, on peut dire que dans le contexte actuel, c'est une opération qui arrive à point nommé. Tout à fait. C'était quelque chose qui était nécessaire. On a détecté effectivement qu'il y avait beaucoup de confusion, beaucoup d'informations qui circulaient. Alors, on a voulu, avec cette opération Prospérité Québec-Laurentide, là, faire en sorte de centraliser l'information en un seul endroit pour la région de Laurentide, de manière à ce que les entreprises puissent vraiment savoir qu'est-ce qui peut être fait localement pour les aider à passer à travers cette guerre tarifaire qui s'annonce. Oui, pour laquelle on a un léger sourcil, mais ça ne veut pas dire que tout est réglé. Vous exprimez, depuis longtemps, vous exprimez clairement que les États-Unis ne sont pas le seul marché ouvert aux exportations. Oui. Est-ce qu'on a bien, malgré nous, développé une dépendance là, à l'égard de ce marché-là? Malheureusement, c'est le cas. On a une dépendance avec le marché américain qui est présente depuis des années. Parce que c'est facile. Hein, C'est facile. Ça a toujours été la facilité. Comme on dit, on ne peut pas changer la géographie. C'est quand même un marché important qui est tout à côté de nous, qu'il va falloir qu'on continue à y faire des affaires. Mais aujourd'hui, c'est plus aussi facile que ça l'était auparavant. C'est rendu effectivement plus compliqué, plus dispendieux et surtout plus imprévisible. Oui. Alors ça fait en sorte que ça devient difficile pour les entrepreneurs de planifier, de voir venir. En fait, ce qui est le plus préoccupant aujourd'hui, c'est cette incertitude qu'on voit apparaître sur notre principal marché d'exportation et qui rend toutes les décisions d'investissement, même de commercialisation, un peu les mettre à l'arrêt. Comprenez, quelqu'un qui veut développer un marché aux États-Unis va investir des centaines de milliers de dollars de commercialisation. Et une des stratégies qui est importante dans le marketing mix, c'est la stratégie prix. Et le prix, maintenant, il n'est pas déterminé par l'entreprise, mais déterminé par ce qui se passe à Washington. Là. Voilà, on est dans l'incertitude. En novembre dernier, vous nous aviez rendu visite en compagnie de Patrick Garzani, qui est PDG de l'entreprise blainvilloise Structure SBB, qui venait notamment de remporter le prix de l'exportateur de l'année au gala Mercador. Ce succès-là est vraiment probant là, par rapport à tout ce que vous soutenez. Parlez-nous brièvement de ce succès. Oui, effectivement, Structure SBB, c'est une entreprise effectivement qui s'est démarquée à l'international. En fait, elle s'est démarquée dans plusieurs pays à travers le monde, des dizaines de pays à travers le monde, et ce n'est que récemment qu'elle a commencé à développer le marché américain. Ouais. Dans le fond, ça vient de montrer, c'est un exemple patent, là, qui vient de montrer que quand on diversifie nos marchés d'exportation, on est beaucoup plus résilient. Et c'est un des messages que l'opération Prospérité Québec-Laurentide veut envoyer, c'est l'importance de diversifier ses marchés d'exportation. L'exemple de SBB démontre justement que c'est possible de le faire et que c'est possible d'avoir du succès à l'international, même si c'est techniquement un peu plus compliqué à le faire. Mais c'est pour ça d'ailleurs que dans notre offre de services de chez Laurentide International, on a fait une sélection de services qui visent à favoriser la diversification de marché et qu'on retrouve sur la page web dédiée à l'opération Prospérité Québec-Laurentide. Diversifier ces marchés, M. Rétamal, j'imagine que ça se fait pas en claquant des doigts, là. Jusqu'à quel point, dans un contexte comme celui dans lequel on vit, là, jusqu'à quel point une entreprise doit-elle avoir les reins solides, là, pour se maintenir à flot en attendant les ouvertures, en attendant que tout ce qu'on craint arrive ou n'arrive pas? Effectivement, et c'est vrai qu'aujourd'hui, on va être affecté par ce qui s'en vient. Et effectivement, les entreprises qui ont une présence forte aux États-Unis, qui sont fortement concentrées et qui ne peuvent pas passer
tout le temps le prix de 25% supplémentaire aux consommateurs américains parce que la compétition est forte, parce qu'ils peuvent être facilement remplaçables. C'est sûr que ces entreprises-là vont écoper, vont avoir de la misère à passer à travers. Plus on est concentré aux États-Unis, et plus ça peut avoir des impacts ici concrets là, sur l'emploi dans nos industries. Et ça, c'est l'inquiétude qu'on a d'ailleurs, là, c'est que toute cette incertitude-là ne permet pas justement aux entreprises de bien passer à travers. Il va falloir voir, il y aura sûrement des mesures qui vont apparaître au niveau du gouvernement. Autre chose certaine, si je comprends bien votre message, vaut mieux diversifier que pas du tout. Oui. Ariel Retamal, merci beaucoup de votre visite. Merci. Éric Vestram, préfet de la MRC de Thérèse de Blainville, et Patrick Garzani, à titre de président d'honneur, ont donné le coup d'envoi de la 27e édition du défi Ose entreprendre. Ce mouvement québécois fait rayonner annuellement les initiatives entrepreneuriales de près de 50 000 personnes, des élèves du primaire aux entrepreneurs établis. Il est possible de s'y inscrire jusqu'au 11 mars prochain. Le gala local du défi Ose entreprendre aura lieu le 26 mars au Centre de formation professionnelle des nouvelles technologies du Centre de services scolaires d'Émile-Île. La Ville de Blainville annonce le retour de sa fête hivernale Rendez-vous sous zéro qui aura lieu le samedi 15 février dès 14h à l'espace hivernal du Parc équestre. Cet événement gratuit et ouvert à tous propose plusieurs activités extérieures pour toute la famille, comme du mini-golf sur neige, des olympiades d'hiver et une séance de Zumba, des sports de glisse, des performances artistiques et un spectacle en soirée. Celui-ci, signé La Grand-Messe, se veut un hommage aux cow-boys fringants et sera présenté à 19h. On va parler maintenant du sujet de l'heure avec notre chroniqueur financier Pierre-Luc Gauvreau. Bonsoir Pierre-Luc. Bonsoir Claude. Évidemment, le sujet de l'heure, donc, c'est cette menace du président Trump d'imposer des tarifs douaniers très élevés au Canada, à la Chine, au Mexique. Il a reculé d'un pas hier. On est content, on n'est pas content? Ben, je dirais qu'on a un 30 jours de sursis, donc c'est des bonnes nouvelles, on va les prendre. Oui. En fait, le gouvernement canadien, avec Trudeau, a été capable de négocier avec les Américains un plan stratégique pour contrer le fentanyl, l'immigration illégale, puis même la criminalité. Donc, c'était une des conditions du président pour ne pas imposer cette taxe-là. Donc là, il s'est dit dans sa tête, c'est assez solide pour au moins l'enlever pendant 30 jours. On verra si ça va se poursuivre ou pas. Donc, ça m'amène à c'est quoi les conséquences qu'il pourrait y avoir pour le Canada si on a une augmentation des tarifs. Ouais. Il faut comprendre tout d'abord, la première chose, c'est que 76% de nos exportations sont faites aux États-Unis. Et c'est notre plus gros client. C'est beaucoup, on est dépendant. On est très dépendant d'eux autres. C'est 20% de notre PIB, donc de notre produit intérieur brut. C'est énorme. Donc, c'est sûr que si on a une imposition de 25% de tarifs, il faut s'attendre à un ralentissement économique au Canada, ça c'est assuré. Est-ce qu'on va avoir une récession? Peut-être. Ça va amener d'autres lots de problèmes, probablement une baisse du dollar canadien. À court terme, ça peut être excellent d'avoir une baisse de la valeur du dollar canadien parce que pour les exportations, ça vient un petit peu atténuer le tarif de 25%. Par contre, sur tous les biens qu'on importe à l'étranger, que ce soit des États-Unis ou ailleurs, bien, si on a un dollar qui est plus faible, ça va se ressentir pour les consommateurs. Ils vont payer plus cher certains produits. Donc ça, c'est très important de bien comprendre. Puis je dirais aussi, bien, on a déjà eu 6 baisses de taux directeurs consécutives. On en a eu une récemment. Est-ce que la Banque du Canada pourrait réduire son taux directeur pour justement stimuler l'économie si on a une augmentation des tarifs de 25%? Oui, et aussi on appréhende des pertes d'emplois. Oui, la plupart de ceux qui font ce que vous faites, c'est-à-dire commenter l'économie, nous disent qu'il y aura aussi des impacts sur les États-Unis. Oui, parce que au niveau canadien, on va en avoir, mais eux autres aussi vont en ressentir. C'est-à-dire que la nouvelle taxe va faire en sorte que les consommateurs américains vont payer plus cher certains produits. Puis je donne l'exemple qu'on entend plus souvent parler de ce temps-là, c'est l'aluminium. S'ils imposent 25% de taxes sur l'aluminium, bien, la compagnie américaine qui a besoin de s'approvisionner, bien, évidemment, sur les automobiles, par exemple, c'est le premier exemple qui vient en tête, bien, va payer plus cher son véhicule. Puis là, ça peut se refléter sur le logement pour le bois d'œuvre canadien. Ça peut se refléter ensuite sur l'énergie, le pétrole d'Alberta. Donc, ça peut faire augmenter l'inflation. Puis Donald Trump, ça a été un de ses mandats, dans son mandat, qu'il voulait réduire l'inflation. Réduire l'inflation, donc c'est pas ça qui va se passer, c'est tout le contraire. Et ça va donner une moins grande marge de manœuvre pour la Réserve fédérale pour réduire le taux
directeur pour justement peut-être stimuler l'économie. Voilà. Alors, à quoi on doit s'attendre là, dans les prochains jours et dans les prochains mois à venir? Je sais que on ne sait pas, mais vous avez sûrement une petite idée. Je dirais que beaucoup d'incertitudes, fait qu'il va falloir beaucoup de volatilité aussi également. Donc, il va falloir gérer notre anxiété collective. Je pense qu'on va s'attendre à ça, pas juste dans les prochains mois, mais dans les prochains 4 ans. Donc, on ne sait pas ce qui va se passer. On aura probablement l'occasion de s'en reparler dans un mois. Je terminerai juste sur dire, c'est bien beau essayer de faire tousser les États-Unis en essayant d'acheter plus des produits canadiens, québécois, locaux. Je pense que c'est une bonne idée. Mais dites-vous qu'il faut s'attendre à ce qu'ils nous fassent cracher nos poumons. Là. Donc, ça reste que c'est l'économie la plus forte au monde. Donc, il faut juste faire attention. Mais on aura l'occasion de s'en reparler. On peut les faire tousser, mais en revanche, ils peuvent nous faire cracher. Voilà, exactement. Voilà, ça, c'est le message. Pierre-Luc Gauvreau, merci. On se revoit le mois prochain, mais on va sûrement parler de ça encore. Merci beaucoup. Pour une 37e année, la Fédération des transporteurs par autobus tient sa campagne de sensibilisation M'as-tu vu? Un exercice axé sur la sécurité en transport scolaire. J'en discute avec Luc Lafrance, qui est président directeur général de la Fédération. Bonsoir, Monsieur Lafrance. Bonsoir. Alors, c'est une campagne qui concerne à peu près tout le monde, mais cette année, vous ciblez particulièrement les parents. Dites-moi d'abord pourquoi et quels sont les comportements routiers les plus répréhensibles que vous observez chez eux. Oui, ça fait 37 ans qu'on tient cette campagne-là. On interpelle un peu tous les partenaires qui sont interreliés avec le transport scolaire, autant l'élève que le parent, l'automobiliste, à accorder beaucoup d'importance à la sécurité, à être vigilant à l'approche d'un autobus scolaire et plus particulièrement les parents automobilistes lorsqu'ils viennent reconduire leurs enfants à l'école. Oui, et pourquoi les parents? On a des statistiques actuellement qui nous sont fournies par la Société d'assurance automobile qui démontrent que près de la moitié des infractions émises dans la dernière année pour le non-respect de la signalisation, c'est dans la strate d'âge entre 25 et 34 ans, donc potentiellement des parents d'élèves. Donc, il est important de relancer un peu le message, leur rappeler l'importance de respecter la signalisation. Puis on parle de quel genre d'infraction? C'est le non-respect de la signalisation sur l'autobus, le dépassement d'un autobus lorsqu'il est en opération d'embarquement-débarquement, non-respect du panneau d'arrêt. Donc, c'est le genre d'infraction qui nous sont rapportées actuellement. Et ça, ce n'est que la partie de l'iceberg, je dirais, parce que c'est que ceux qui se sont fait prendre dans des policiers. Voilà. Mais sur une base quotidienne, les conducteurs rapportent à leur propriétaire qu'il y a des infractions, qu'il y a des automobilistes qui ne respectent pas la signalisation. La campagne est déjà en cours, là. Elle va se poursuivre jusqu'au 7 février. Alors, quel est le message là, que vous leur adressez et de quelle façon vous vous y prenez pour que le message se rende et soit bien entendu? On prend différents axes. Oui, il y a les messages que nous faisons sur les télévisions numériques, sur les postes les réseaux sociaux, où on passe des messages un petit peu plus d'impact, un peu plus ironiques en disant je suis pressé, j'ai pas le temps d'arrêter, c'est pas une option, il faut s'arrêter à la vue d'un panneau d'arrêt. Il y a le thème aussi, m'as-tu vu, qui est là quand même depuis plusieurs années, qui interpelle autant l'automobiliste que le conducteur d'autobus ou même l'enfant, s'assurer d'être vu par son conducteur, par les automobilistes. Donc, ça fait un rappel pour l'ensemble des opérations en transport scolaire. Et vous leur rappelez aussi les conséquences là, qu'ils peuvent subir en cas d'infraction. Là. Les amendes sont quand même assez importantes. Tout à fait. On parle de 300 $ d'amende, mais c'est surtout 9 points d'inaptitude qui sont inscrits au dossier du conducteur qui se fait prendre à ne pas respecter la réglementation. On va laisser les parents tranquilles un peu. Là. Cette campagne-là concerne aussi les écoliers. Qu'est-ce que vous avez pour eux? On a développé différents outils pédagogiques qui peuvent être utilisés en classe, qui est fourni à l'ensemble des centres de services scolaires où on peut travailler, où ils peuvent travailler justement sur les règles de sécurité avec notre mascotte qui est plus sous forme de carte à jouer là, actuellement. Donc avec ça permet aux professeurs d'intégrer tout ça dans la formation, dans la pédagogie pour essayer d'inculquer la sécurité auprès des jeunes. J'imagine, Monsieur Lafrance, que vous vous attendez aussi à des comportements exemplaires de la part des conducteurs d'autobus. Là, il y en a 11 290 au Québec. Est-ce que cette campagne-là sert aussi à leur rappeler certaines choses?
Ça se leur rappeler, mais ça sert aussi à souligner l'importance qu'ils ont. Je pense que notre campagne se déroule sur 2 semaines. La première semaine, on l'axe davantage sur l'aspect sécuritaire, les automobilistes, les parents, les élèves. La deuxième semaine, je pense que, et c'est important, il faut aussi rendre hommage à ces conducteurs-là qui transportent des jeunes le soir et matin. Oui. C'est pas évident, un véhicule lourd, plus souvent avec une 60aine de jeunes derrière soi. Donc, ils doivent accorder beaucoup d'importance à la sécurité. Alors, c'est important de le souligner. Oui, et bien, ils en font du kilométrage aussi avec nos enfants. Depuis que la campagne existe, là, depuis 1988, on a recensé deux décès d'enfants. Toute proportion gardée, est-ce qu'on peut faire un comparatif là, avec les années qui ont précédé la création de la campagne? Est-ce que vous sentez que les gens sont mieux sensibilisés à la sécurité? Ben, je dirais qu'on a un excellent bilan depuis les 12 dernières années. Vous venez de le dire, sur le manque de décès d'enfants transportés. Il y a eu des blessés légers, des blessés graves lorsqu'il y a eu certains incidents ou accidents. Là aussi que le bilan s'améliore année après année. Mais il faut toujours redoubler de vigilance, il faut continuer à rappeler le message, s'assurer qu'on en est le moins possible. D'accord. Bien, écoute, en terminant, je rappelle que la campagne se poursuit. J'invite les gens à consulter votre site web pour obtenir plus d'informations et aussi trouver des éléments de réflexion. Luc Lafrance, président, directeur général de la Fédération des transports par autobus, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ça fait plaisir, bonne journée. On est de retour avec Clara Maté-Jonet. Clara, aujourd'hui, 4 février, c'est la Journée mondiale contre le cancer et vous avez recueilli un témoignage très touchant. Oui, Claude, donc une journée pour rendre hommage aux personnes touchées par le cancer, mais qui veut aussi un appel à l'action. Alors, nous avons profité de cette journée pour vous présenter le témoignage de Linda Saint-Germain, Madame Saint-Germain, qui est résidente de Saint-Joseph-du-Lac et qui a survécu à 6 cancers. Loin de s'apitoyer sur son sort, Madame Saint-Germain a décidé de partager sa joie de vivre et de son courage avec d'autres qui passent par où elle est passée. Alors, je vous présente son témoignage ce soir. Ça, c'est ma petite fille... Elle s'appelle Fanny. J'ai 3 enfants. Puis mon bébé va avoir 38 ans au mois de juillet. Puis quand j'ai été malade, elle avait 9 ans. Elle était à l'école Claire Matin. Puis elle m'a fait un dessin quand j'étais partie en chimio. Elle m'avait écrit un beau message. Puis toutes ces années-là, je l'ai gardé. Mon premier, j'avais 34 ans. Et puis ça a été très, très vite. J'ai vu le médecin, puis... elle a découvert tout de suite une bosse en dessous du bras, puis j'étais pas arrivée. Elle m'avait passé une échographie, puis arrivée chez nous, je demeurais à Saint-Eustache, puis elle m'a rappelé pour aller repasser un autre examen. C'était un vendredi, je m'en souviens. Et puis, quand que j'ai passé une deuxième fois l'examen, on m'a rappelé le lundi pour me dire, ben là, t'es attendu à Montréal, aller passer d'autres examens. On a découvert 2 tumeurs, puis c'est là que ça a tout enclenché. J'ai été opérée le jeudi, j'ai commencé la chimio, la radiothérapie. J'étais 11 mois à l'hôpital, dans le fond, à voyager. La date de l'opération, aller jusqu'à temps que je finisse ma radiothérapie, ça a duré 11 mois. J'avais des jeunes enfants à la maison, dont mon bébé, elle avait 9 ans. Fait que ça n'a pas été une période facile. Fait que dans le fond, j'ai eu 3 cancers du sein. V'là 5 ans, j'ai eu un cancer... v'là 6 ans, j'ai eu un mélanome, que j'aurais pu faire de la chimio, mais ils m'ont opéré 2 fois, puis ça a bien été. Après ça, v'là 5 ans, j'ai eu un cancer du rein. On m'a enlevé un rein. Et puis cet été, j'ai eu un autre mélanome aussi. On m'a opéré 2 fois. Puis je me s'en ai bien sortie parce que j'aurais pu faire de la chimio aussi. Fait que là, pourquoi que j'ai eu tant de cancer que ça? C'est que je suis porteuse d'un gène, ça s'appelle le BRCA2. Et puis, je ne serai jamais en rémission parce que, à cause de ce gène-là, mon papa est décédé à l'âge de 51 ans, justement, du gène. Et puis, on est 8 enfants chez nous, donc 5 filles, 3 garçons. Et on est 3 filles qui ont le cancer. Ma sœur en a eu 2. Puis, j'ai ma petite sœur, après moi, elle est décédée à 48 ans du cancer. Elle en a eu un, puis c'était le cancer du pancréas. Puis elle n'a pas survécu. Fait que c'est pour ça que je suis quand même bien entourée des équipes de médecins. Puis je respecte pas mal les règles
de qu'est-ce qu'on me dit, mais en même temps, je profite beaucoup de la vie parce que je sais c'est quoi avoir le cancer, puis j'en profite. Et les mains? Ils font toujours du dessin à mamie. Je le sais que pour mes enfants, je suis le pilier de la famille, et puis mais ils me le retournent bien. Là, comme là, maman, mon garçon, il est toujours en train de me dire « Maman, tu vas aller en voyage, vas-y, maman, en voyage. » Mes filles aussi, vas-y, profite. Fait que, tu sais, on est vraiment une belle famille, là, tu sais. Malgré tout ça, j'ai été en thérapie pendant 1 an parce que j'étais la superwoman, mais ça m'a fait vraiment du bien, ça m'a fait comprendre des choses que c'est pas facile, l'annonce du cancer, hein? Et puis, je voulais vraiment m'impliquer, fait que j'ai été marraine pour les gens atteints de cancer du sein. Et puis, j'ai fait aussi une levée de fonds, plusieurs. J'en ai fait 2 pour Cercan, la maison à soins palliatifs. J'ai même été dans des usines raconter un peu mon histoire. Puis les gens, ils se faisaient enlever des sous sur leur paye pour envoyer ça pour la Fondation pour les gens atteints de cancer. Fait que j'aime m'impliquer aussi. Puis j'aime donner aussi de l'espoir aux gens parce qu'aujourd'hui, en 2025, tout le monde connaît quelqu'un dans leur famille, dans l'entourage, que quelqu'un est atteint d'un cancer, t'sais. Et puis, si je peux donner de l'espoir à quelqu'un, après 6, je suis encore là, je suis super en forme, je travaille, je voyage, je m'amuse, je vais danser. Fait que je pense que, oui, il y en a de l'espoir. Pour vrai, là, oui. Et puis si j'aurais une baguette magique, là, je vous le dis, là, j'enlèverais ça, cette maladie-là, mais je veux donner de l'espoir aux gens. Que ce soit homme, femme, enfant, après plusieurs, je suis encore là. Fait que je sais qu'à l'intérieur de nous, on a une force qu'on peut aller puiser là-dedans. Mais tu sais, j'ai eu des moments très, très difficiles, là. Tu sais, je pensais qu'un soir, c'était mon dernier soir, j'étais pour mourir. Mais avec le temps, j'ai réalisé qu'il faut faire confiance aussi à la vie, il faut faire confiance aux équipes de médecins, mais je suis encore là. Puis c'est sûr que je vais me battre, puis je vais donner de l'espoir aux gens. C'est sûr, c'est tellement important. Est-ce que je vais en avoir d'autres? Je ne sais pas. J'en ai aucune idée, mais je souhaite que non. Mais si on m'annoncerait que j'aurais un autre cancer, je vais me battre. Je vais me battre jusqu'au bout. Puis en même temps, ben, si je peux donner de l'espoir à mes enfants, à mes nièces, neveux, ben, je suis contente. Je suis vraiment contente, puis je vais aller jusqu'au bout. J'ai pas fini encore. J'ai encore plein de choses à accomplir ici. Merci, Clara. On se revoit demain. Au revoir, Claude. Mais voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été là. La tablée politique suit à l'instant. Je vous invite également à consulter l'ensemble de notre programmation sur le tvbl.ca. Bonne soirée à notre antenne.